Bonjour tout le monde. On est très content d'avoir aujourd'hui comme invité les gens de Santé Famille qui vont se présenter. Marie-Ève Caron, qui est infirmière, puis je pense aussi professeure en sciences infirmières à l'Université du Québec à Rimouski, mais basée à Lévis, et qui est avec Édouard, qui est aussi très impliqué dans Santé Famille. On a très hâte de vous entendre. Puis, on a aussi invité comme observatrice, commentatrice, Sarah Brulard, qui est une graduée de la dernière cohorte, qui est père aidant de famille, puis qui va se joindre à la discussion un petit peu plus tard pour y aller de petites synthèses, de petits commentaires pour voir comment la question de la famille, la père aidance famille, comment ça peut aider aujourd'hui en particulier, peut-être à contribuer à éviter la stigmatisation et l'autostigmatisation. Peut-être que c'est un thème qui vous dit quelque chose. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole peut-être à Marie-Ève. Voilà. Merci. La parole est à vous. On t'écoute, Marie-Ève. Parfait, merci. Vous voyez bien? OK, donc je vais laisser Édouard introduire tranquillement la présentation. Ed, si tu veux commencer. Bonjour, je me présente, Édouard. Moi, je suis déclaré schizophrène depuis 2014, donc je vis avec la maladie depuis quelques années déjà. Puis, lors de mes rechutes et de mes périodes de rétablissement, je me suis rendu compte que l'approche psychosociale et le rôle des familles, des amis, plus particulièrement des familles, est un rôle très important, voire primordial dans le rétablissement. Puis, j'ai rencontré Marie-Ève au début de l'année, je crois en mars cette année, j'ai tombé sur Santé Famille sur LinkedIn. Puis sa mission m'a interpellé dans le sens de pouvoir contribuer de façon au rétablissement avec les familles. Fait que c'est pour ça que je me suis joint à eux autres. Puis Santé Famille, c'est ça, c'est un organisme qui est dans le but de supporter les familles vivant avec des difficultés avec des membres de leur famille qui ont des difficultés en santé mentale. Exactement. Édouard s'est présenté, qui est notre patient partenaire chez Santé Famille. Puis, merci Jean-François aussi pour l'introduction. En effet, je m'appelle Marie-Ève. Je suis infirmière en santé mentale depuis presque 5 ans maintenant. Puis, chargée de cours à l'UQAR, au campus de Lévis, en sciences infirmières. Puis, très tôt dans ma carrière de jeune infirmière, je me suis rendu compte à quel point dans les soins et services en santé mentale, la famille est exclue, voire même déresponsabilisée dans les soins de leurs proches, alors que c'est démontré là, de long en large que la famille, c'est un élément clé du rétablissement de la personne. Donc, c'est ce qui m'a poussée tranquillement à réfléchir à comment je pourrais faire pour changer les choses autrement qu'être en milieu clinique. Ensuite, j'ai vécu moi-même l'expérience où un proche a développé un trouble mental et où j'ai vécu énormément d'impuissance. Et pourtant, c'était mon expertise, c'était mon domaine de travail. Puis là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je ne peux pas imaginer ce que les familles doivent ressentir si moi, j'ai ressenti ça. Donc, c'est là qu'a mené la Fondation de Santé Famille. Puis, je vous parlerai un petit peu plus tard de notre évolution, de comment ça a débuté et tout. Mais en gros, c'est ça notre organisme. Puis, Édouard est avec moi depuis le mois de mars. Santé Famille, c'est quand même un jeune organisme. On a eu l'idée en novembre et ça se développe depuis ce temps-là. Donc, je me sens vraiment choyée de pouvoir être parmi vous aujourd'hui, de vous présenter un petit peu notre modèle, puis le lien qu'on fait avec le partenariat patient. Ce que j'ai oublié de vous mentionner ici, c'est que puis c'est la majorité de mon temps qui est dédié à ça, mais je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, en recherche, puis mon mémoire porte sur le partenariat patient. Donc, c'est comme toutes mes passions que j'ai alliées ensemble avec Santé Famille pour créer un outil concret. Donc, le plan de la rencontre aujourd'hui, je vais vous présenter Édouard et moi allons vous présenter la mission de Santé Famille et notre équipe. On va vous discuter, on va parler un petit peu de nos services, de quel côté on essaie de faire un changement, avec qui on collabore et tout. Puis ensuite, ce sera simplement la conclusion et la période de discussion. Parfait. Donc, je viens d'expliquer, Ed, le plan de la rencontre. Donc,
pour commencer, on était curieux d'échanger avec vous, puis de savoir, selon votre vécu, selon votre vision, c'est quoi le rôle de la famille auprès d'une personne qui vit avec un problème de santé mentale? Le soutien. Oui. Le soutien, c'est important. En effet. De permettre aux personnes qu'elles ne se sentent pas isolées, qu'elles ne restent pas seules avec leurs problèmes et leurs enjeux. Mm-hmm. Oui. Se renseigner sur leurs problématiques. Oui, le côté éducatif. Oui, je vois une main levée, vous pouvez y aller. Je dirais le non-jugement. Tu sais, la famille nous connaît bien, elle voit qu'on est en difficulté, mais il ne faut pas qu'elle nous accable de pression. Alors, moi, dans mon cas, ça a été très, très bénéfique. L'amour. Ah oui. Vous avez eu la chance d'avoir une famille qui vous accompagnait sans jugement? Tout à fait, oui. Wow. Oui. Ça, c'est vraiment précieux. Oui. Je vois une main levée ici. Je dirais, dans mon cas, ça a été la famille garde l'espoir quand le patient n'en a pas vraiment. Ouais. Oh, wow. Oui, super. C'est vrai. L'espoir qui est vraiment important de s'accrocher pour le processus de rétablissement, là, c'est vraiment pas toujours évident. Je dirais un espace sain qui permet le rétablissement. Dans mon cas, en tout cas, si je donne un exemple, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit « Prends ton temps, prends le temps que tu veux pour revenir. » Wow. Donc, c'est la plus belle richesse du monde là, pour quelqu'un qui est plus capable. Ouais. Merci. La famille de la personne, c'est parfois l'entourage. Puis en effet, chez Santé Famille, là, puis Edouard va être autant d'accord, là, mais chez Santé Famille, la définition de la famille, c'est pas la famille en soi, mais la famille va bien au-delà des liens du sang. C'est vraiment selon l'attachement émotionnel profond, puis le sentiment d'appartenance. C'est par ça qu'on définit la famille chez nous. Donc, en effet, ça peut aller bien au-delà des liens du sang pour cet âge-là. Puis, Edouard, toi, j'aimerais te relancer. Selon toi, un peu, comment tu perçois le rôle de la famille? On en discute souvent ensemble, c'est à la base de notre approche. Comment tu perçois la famille dans l'accompagnement, selon ton expérience et tout? La famille en tant que telle, c'est sûr que dans les débuts, elle se sent, la plus grosse problématique, c'est que la famille se sent démunie la plupart du temps face à la problématique de santé mentale. Puis en tant que personne n'a vécu un problème, c'est sûr que nous autres, on se réfère à notre famille puis on essaie de trouver des solutions par l'entremise de notre famille. C'est pour ça que je pense que la famille doit être un soutien pour la personne qui vit avec un problème de santé mentale, mais pour le faire, il faut qu'elle soit outillée, puis qu'elle puisse avoir des ressources, pas de formation magistrale, mais qu'elle ait des ressources pour pouvoir nous épauler et nous appuyer, parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, surtout dans les débuts, ils deviennent dans le néant, puis ils ne savent pas trop comment interagir avec ça, puis ça génère du stress et de l'anxiété. Fait que c'est pour ça que je trouve que Santé Famille, c'est très pertinent parce que ça leur permet d'avoir des outils pour être mieux outillés, pour interagir puis aider la personne la personne avec la problématique de santé mentale. Oui, en effet, je suis vraiment très agréablement surprise là, par rapport à toutes vos expériences positives en lien avec la famille. Parce que vous vous en doutez probablement, mais c'est pas pour tous que la famille peut s'adapter aussi facilement. Puis probablement que votre famille aussi a dû s'adapter à votre nouvelle condition parce que la personne et la famille ont chacun leur rétablissement à vivre. Puis je trouve ça vraiment inspirant que vous ayez pu avoir votre famille pour vous accompagner dans votre propre établissement. Puis Ed, toi, ta famille, est-ce qu'ils ont joué un grand rôle dans ton rétablissement après qu'ils ont commencé à s'informer et tout? Comment ça a fonctionné? Ben, en réalité, c'est ça. Tu sais, si je prends les étapes une par une des étapes de l'impact de la famille, c'est sûr que moi, dans mon cas, ma problématique sentimentale, c'est la schizophrénie.
dans les débuts, dans les premières psychoses, moi, je recommande à la famille de laisser place aux autorités légales si ça devient intense, de se retirer. Je pense que la famille a un rôle plus important à jouer lorsque la personne est stabilisée puis autrement dit, qu'elle reprend, qu'elle retourne sur la route puis qu'elle est sortie du fossé. Là. Mais, fait que c'est ça. Parfait, merci. Donc, je vais vous partager mon écran, puis je vais continuer un petit peu la présentation avec notre introduction plus concrètement. Donc, 50% des personnes qui bénéficient des services en santé mentale ont des contacts au quotidien avec la famille. Donc, on pourrait supposer que la famille est très bien outillée face à ça, puisqu'elle est reconnue comme étant une composante majeure du rétablissement en santé mentale. Puis ça, on le sait, vous le savez très probablement, je l'ai observé dans ma pratique, je l'ai observé dans mes recherches aussi. Mais pourtant, les connaissances de la famille en lien avec la santé mentale demeurent limitées en grande majorité, particulièrement au Québec, où il y a encore des difficultés en ce sens-là. Mais on commence à en parler de plus en plus, notamment dans le contexte de la pandémie. Je suis sûre que vous l'avez constaté de votre côté aussi, mais les besoins en santé mentale ont augmenté drastiquement, mais où l'accès aux services a diminué drastiquement aussi à cause des rencontres beaucoup à distance, puis pour de nombreuses autres raisons. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'a été fondée Santé Famille. Santé Famille, qui est moi, qui est Édouard, qui est aussi Catherine sur la photo, Youssef, puis toutes les autres personnes qui se sont joints à notre projet depuis. On est tous des humains qui ont un proche qui a développé une problématique de santé mentale ou qui vivent avec une problématique de santé mentale eux-mêmes, comme Édouard. Donc, notre CA, je suis toujours fière de dire qu'on est 100% des humains qui ont un vécu en lien avec tout ça. Donc, notre mission, c'est vraiment de soutenir la famille d'un proche, comme Ed l'avait dit, lorsqu'une personne développe un problème de santé mentale. Puis nous, on a beaucoup une mission éducative, donc on veut renforcer le savoir expérientiel des familles. Donc, chaque famille développe sa propre expertise. Oui, par et pour. Exactement, Isabelle, merci. Donc, les familles développent leur expertise, mais ce qu'on veut faire, c'est apporter des connaissances théoriques, des savoirs scientifiques pour aller appuyer leur savoir expérientiel, le renforcer pour qu'après ça, ils puissent cheminer chacun dans leur établissement. Donc, bien sûr, on veut favoriser le rétablissement de tous. On veut aussi combattre la stigmatisation parce que, vous le savez, plus qu'on en parle, plus qu'on fait partie du combat. On veut aussi améliorer le continuum de soins et services en ajoutant un service en santé mentale qui n'existait pas encore jusqu'à aujourd'hui. On travaille aussi main dans la main avec de nombreux organismes qui sont communautaires. Nous, on est un organisme qui est 100% virtuel, donc tous nos services sont accessibles de partout au Québec. Puis, on collabore avec différents organismes de différentes régions. On collabore aussi très étroitement avec le réseau Avant de craquer. Vous en avez probablement déjà entendu parler, qui est la fédération de tous les organismes dédiés aux familles en santé mentale. Et finalement, on veut favoriser le partenariat avec l'équipe traitante parce que c'est vraiment pas toujours évident quand son proche est hospitalisé en psychiatrie de s'impliquer dans le processus de soins, dans le processus de rétablissement. Mais en renforçant le savoir expérientiel des familles, on veut les encourager à s'impliquer pour diminuer leur impuissance puis favoriser leur présence tout au long parce qu'ils ont autant un rôle à jouer que la personne qui reçoit les soins directement. Donc, puis Édouard qui m'accompagne dans cette mission-là très activement. Là, sitôt qu'on fait des activités, Édouard en fait partie, mais on pourra en discuter plus loin. Donc, deuxième petite question de discussion. J'avais envie, là, vous êtes dans un cours de parents aidants, donc j'imagine que vous avez un avis assez concret sur la question. Mais c'est quoi votre vision du partenariat avec la personne qui vit avec un problème de santé mentale et ou avec la famille? Quand on parle, par exemple, d'un épisode de soins ou avec les professionnels de la santé de façon plus générale. Je pense qu'il y a, pour moi, il y a un gros aspect qui est sur la communication
pour que la personne qui vit avec le problème de santé mentale et la famille comprennent vraiment ce qui se passe, la collaboration aussi pour aider justement à favoriser le rétablissement. Bon, pour moi, c'est ça, grosso modo. Mhm. Oui. Je dirais la confiance. S'il n'y a pas ce lien-là, si tu ne crois pas à l'espoir, si on ne te donne pas l'espoir, je ne pense pas que tu vas pouvoir te rétablir aussi facilement. Alors, moi, dans mon cas, je dis toujours dans mon cas, mais dans mon cas, c'est ça. C'est cette confiance-là. Quand mon frère me disait, tu vas y arriver, ben, je le croyais peut-être plus parce que je l'aimais d'amour, mais j'avais confiance en lui. Un médecin, tout dépend aussi de la relation que tu as avec ton médecin. C'était plus difficile peut-être pour moi. Alors, oui, la confiance, ce serait, moi, le mot-clé dans la relation. Merci. Oui, moi, je vois mes parents comme une genre une oreille ouverte. Tu sais, je peux leur parler, puis ils vont être là pour écouter. Mm-hmm. Oui. Vous avez vraiment cette relation de confiance avec eux plus qu'avec un autre professionnel. C'est ça? Ben oui, je suis plus portée à me confier à mes parents qu'à un médecin que je vois 3 fois par année, là. Oui, c'est normal. Moi aussi, comme c'est la confiance. Et la confiance, pas avec la famille, mais avec les médecins traitants. Le médecin traitant, quand la confiance est partagée, où on sent qu'il y a une confiance mutuelle, ben ça aide. Ça aide plus pour se prendre en charge davantage. Fait que la confiance, c'est comme un petit boost d'énergie qu'on reçoit. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Ça donne un petit boost pour affronter tous les défis que la maladie peut apporter aussi. Et moi, j'aimerais revenir sur la confiance. Donc, autant la famille que l'équipe traitante. C'est sûr que la famille, c'est inné. Je fais confiance à ma famille. Je suis chanceuse, ils sont là. Puis je sais qu'ils me font confiance. Au niveau de l'équipe traitante, il faut que j'aie confiance à mon équipe traitante, mais en même temps, j'ai besoin de savoir qu'eux ont confiance en moi, que je suis capable de m'en sortir. Encore une fois, j'ai été très chanceuse, j'ai toujours été très bien entourée. Mais pour moi, ça, c'était avoir ce sentiment-là que mes médecins, mon équipe traitante avaient confiance en moi, c'était très important. Je trouve ça vraiment intéressant, tous les liens avec la confiance que vous apportez, autant avec la famille, à quel point c'est précieux, avec les professionnels de la santé aussi. Puis, comme quelqu'un disait tantôt, ben, c'est sûr qu'on se sent beaucoup plus à l'aise de parler à ses proches ou à un professionnel qu'on a fréquemment de contact avec qu'avec un médecin qu'on voit 3 fois par année. Fait qu'il y a ce lien précieux de confiance-là qui fait vraiment la différence, je pense, dans le processus de rétablissement. Moi, là, j'arrête pas de penser depuis tantôt. Je l'ai vécu avec ma sœur, elle, qui a eu beaucoup de difficultés. Puis ma vision de partenariat que j'avais avec elle, c'est que j'étais là pour l'aider, même dans ses tâches ménagères, puis de la supporter réellement parce que je la trouvais tellement prise que pour elle, tout était une montagne. Donc, j'étais son partenaire pour ça. Mm-hmm. Fait que j'associe ça avec toutes vos super de bonnes idées d'aide psychologique aussi. Oui, c'est ça. Il y a le partenariat avec l'équipe soignante, mais il y a aussi le partenariat entre le proche et la personne qui est avec le problème mental. Puis, c'est vraiment précieux. Je pense que comme vous dites, vous avez apporté un autre type de soutien. Il y a le soutien émotif qui est vraiment important, mais il y a d'autres types de soutien aussi qui peuvent aider la personne, puis de voir qu'est-ce qui va aider mon proche, quel type de soutien je peux lui apporter pour vraiment l'accompagner. Mais je trouve que c'est vraiment une belle façon de l'accompagner dans son propre établissement. Puis même vous aussi, parce que ça vous rapproche de la personne dans un sens de pouvoir être là. Ed, toi, comment tu vois un peu le partenariat avec la famille, le partenariat avec l'équipe soignante? Comment tu as vécu ça, toi? Écoute, c'est polarisé un peu parce que je pense que c'est un processus évolutif.
Au niveau de l'équipe traitante, c'est sûr que dans les premières rechutes, moi j'ai fait 7 rechutes là, en 7 ans. Puis là, je croise les doigts, là, tout va bien depuis 1 an et plus. Mais l'équipe traitante, c'est sûr que au début, les médicaments, il y a des effets secondaires. C'est plus dur de créer un lien thérapeutique avec notre équipe, surtout dans les premières étapes du rétablissement en tant que patient. Puis le rôle de la famille là-dedans, c'est justement la famille s'éduque au fil du temps, au fil des rechutes, va chercher des outils, toute l'équipe. Mais je pense que le rôle de santé famille, puis le rôle de la famille, c'est d'être proactif et de connaître ses limites. Parce que ça peut être contagieux à un moment donné, les problèmes de santé mentale, on transpose nos problèmes sur le dos de notre famille. C'est un peu vicieux, mais la famille, il faut qu'elle connaisse ses limites, puis il faut justement qu'elle sache quand est-ce que c'est le temps de déléguer une équipe de professionnels, quand est-ce que c'est le temps d'en prendre sur ses épaules, quand est-ce que c'est le temps d'appuyer son proche pour un rétablissement. Fait que c'est vrai, je pense que la famille a un rôle ultra important, voire primordial, autant que l'équipe traitante, que le médecin, que le psychiatre, etc. Mais c'est important qu'elle soit outillée pour justement connaître ses limites et être capable de supporter son patient du meilleur qu'elle peut sans se dépasser puis tomber dans le cercle vicieux du stress, de l'anxiété puis de se sentir démuni. Fait que je pense que c'est un peu ça que je peux dire pour le partenariat famille-équipe traitante. Oui, je trouve ça super intéressant ce que tu apportes, Edouard, parce que moi, je le vois en tant qu'infirmière là, comme une roue qui tourne tout le temps. Il y a l'équipe, la personne qui fait les troubles mentaux, il y a la famille, puis ça tourne tout le temps. C'est des systèmes qui s'influencent entre eux. Puis c'est super important d'avoir ce partenariat-là continu entre les différents systèmes. Puis c'est ça, de connaître ses limites de chaque côté. C'est vraiment précieux aussi pour la famille, pour la personne qui a le trouble mental, puis de savoir quand se référer à des professionnels. Donc, c'est de garder en tête que la personne et la famille est aux commandes et que l'équipe est le copilote. Puis ça, je trouve que ça parle énormément parce qu'en effet, on a tendance à penser qu'à l'hôpital, le psychiatre, les infirmières, le reste de l'équipe, c'est les experts, puis nous, il reste juste à se faire soigner quand on a un problème mental ou n'importe quelle maladie, là, même quand c'est une condition physique. Même chose, on arrive à l'hôpital, ben là, je me fais soigner. Mais non, ça reste que vous êtes les experts de votre situation. La famille aussi est experte. Puis, c'est vraiment vous qui avez le lead et l'équipe sont là pour vous accompagner. Donc, on essaie beaucoup de transmettre ça à nos étudiantes en sciences infirmières. Les médecins ici sont beaucoup formés en ce sens-là aujourd'hui, de plus en plus. Ça, c'est vrai qu'il y a toujours l'ambiguïté des aspects légaux en santé mentale qui est dur à combiner à la vision du partenariat. Mais dans une situation aiguë, l'équipe traitante, puis quand je parle de délégué, des fois, ça peut être ça. Mais je sais que c'est confrontant comme sujet, là. Mais parfois, dans une situation aiguë, c'est l'équipe traitante qui va prendre le volant, qui va être les pilotes. Puis ensuite, par exemple, normalement, on devrait déléguer les commandes à la personne. Tu sais, une fois ton état mental stabilisé, par exemple, quand ça va mieux, bien là, tu redeviens avec plus la vision de partenariat, puis tu peux reprendre le pilotage de ta vie, parce que quand tu es à la maison, c'est toi qui es experte, c'est toi qui gères ta maladie, puis il n'y a pas le psychiatre en arrière pour te dire, bien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Fait que c'est beaucoup en ce sens-là qu'on voit le partenariat, parce qu'on veut vous préparer à vivre votre établissement à la maison. Donc, pour continuer, nous, notre vision du partenariat, comment on le voit, puis je vous l'ai déjà un petit peu introduit en vous parlant de notre vision chez Santé Famille de façon globale. Mais le partenariat, pour nous, c'est des décisions et des interventions de qualité basées sur le savoir expérientiel, donc sur l'expertise de la personne qui a un trouble mental et de sa famille, en allant le combiner avec des connaissances scientifiques, des connaissances théoriques. Puis je pense que c'est un peu ça. Je ne connais pas bien encore votre cours que vous êtes en train de suivre présentement en tant que parent aidant, mais je pense que c'est un peu ça que vous êtes en train de faire. Vous avez chacun votre expertise développée en lien avec votre propre situation. Puis là, vous voulez acquérir des connaissances plus théoriques pour aller appuyer votre vécu, pour ensuite pouvoir aider d'autres personnes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le voit chez Santé Famille aussi. Puis, si je peux vous donner un exemple concret,
Il y a Édouard qui est avec moi aujourd'hui, qui est notre patient partenaire, puis qui s'implique là, vraiment dans chacun de nos services, puis toujours selon ses limites, selon ses intérêts, bien sûr. Mais Édouard est toujours là pour m'accompagner ou accompagner mes collègues dans nos interventions. Donc, son précieux savoir expérientiel, bien, on a toujours la chance de l'avoir avec nous. Puis plus tard, on va vous donner des exemples concrets à quel moment ça peut être autant précieux d'avoir ce savoir expérientiel-là avec nous. Donc, je voulais vous parler un petit peu de Santé Famille, que vous connaissez mieux notre organisme, c'est quoi, en quoi ça consiste, puis c'est parti de où. Donc, en novembre 2020, donc quand je vous disais qu'on est un organisme très jeune, l'idée a germé en novembre 2020. Puis à ce moment-là, j'étais seule pour démarrer cette idée-là parce que j'avais vécu, comme je l'avais dit, dans ma pratique en tant qu'infirmière en psychiatrie, j'avais vu beaucoup de déresponsabilisation des familles, beaucoup d'impuissance de la part des familles lors d'une hospitalisation. Puis moi-même, je me sentais impuissante de l'autre côté parce que j'aurais voulu faire plus, mais j'étais tellement surchargée dans mon milieu de travail, puis j'avais pas les ressources nécessaires pour intervenir avec la famille. Donc, à ce moment-là, je voyais les familles impuissantes, je me sentais impuissante, mais je me dédiais aux patients, bien sûr, qui étaient sur l'étage. Donc, à l'hôpital, on est beaucoup tourné vers ça. Ensuite, j'ai vécu une expérience où un proche a développé un problème de santé mentale. Puis là, ça a vraiment été le déclencheur, comme je vous ai dit. Et en novembre, j'ai décidé de faire quelque chose. Donc, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour faire une différence dans le processus de rétablissement de la personne, mais des familles aussi, qui sont souvent les grandes oubliées. Donc, j'ai commencé à travailler sur une formation en ligne dédiée aux familles, une formation qui serait accessible pour tous, partout et en tout temps, parce que moi-même, venant d'une petite région, là, je suis à Lévis présentement, je vous l'ai dit, mais je viens d'une petite ville qui s'appelle Amqui, dans le fond du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Là, donc, puis après ça, j'ai fait toutes mes études à Rimouski, puis j'ai vraiment vu à quel point c'est dur d'avoir accès à des services de partout quand on en a besoin. Donc, j'ai commencé à travailler sur une formation en ligne qui serait pour les familles, pour les aider dans leur processus. Et en février, on a lancé notre formation. À ce moment-là, j'avais dans mon équipe moi et une personne qui avait un proche ici qui avait développé un trouble de santé mentale. Donc, on était 2 à travailler sur la formation. Ensuite, en mars, là, on a fondé officiellement l'organisme de Santé Famille après avoir lancé notre formation parce qu'on sentait l'urgence de répondre à un besoin. Dans le contexte de la pandémie, avec la santé mentale des Québécois qui était éprouvée plus que jamais, on voulait faire une différence. Donc ensuite, on a fondé l'organisme, puis on a aussi fondé notre équipe de façon plus élargie. Édouard, vous l'avez dit, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Ed, est-ce que ça tente de partager un petit peu plus comment on a fait notre rencontre et comment on a commencé à travailler ensemble? Oui, bien, c'est intéressant. C'est ça, comme je mentionnais tantôt, j'ai découvert Santé Famille. C'est quelque chose qui m'a tout le temps interpellé, premièrement, la famille. Parce que c'est sûr que j'ai ciblé différentes problématiques à solutionner au niveau de la psychiatrie, notamment au niveau des hospitalisations, l'apport psychosocial, puis après beaucoup d'itérations puis de réflexion. J'en suis conclu que l'approche le support psychosocial est aussi important que la médication ou quoi que ce soit au niveau de l'intervention pour le rétablissement. Puis c'est ça. Fait que j'avais déjà cette idéologie-là que le support de la famille était très important. Puis à un moment donné, en allant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn plus précisément, j'ai vu un message de Marie-Ève qui expliquait à quel point c'est important le rétablissement et le support, l'accompagnement des familles auprès d'un proche qui vit avec des problèmes de santé mentale. C'est à ce moment-là qu'on s'est contacté et qu'on a brainstormé un peu. Mais ça, on s'est rencontrés au Starbucks autour d'un café. Puis par la suite, c'est ça, on a commencé à élaborer des plans. Je n'ai pas personnellement participé à la création de la formation en ligne, mais on fait des cliniques virtuelles aux 2 semaines pour justement épauler ceux-là qui vivent avec une problématique, qui veulent s'outiller.
Fait que c'est un peu ça mon apport à Santé Famille pour l'instant. Mais c'est en évolution constante, puis on est sur la piste de décollage, puis ça va super bien pour l'instant. Oui, exact. Puis, comme Edouard racontait, c'est lui qui m'a interpellée sur LinkedIn, qui m'a dit, regarde, ça fait longtemps que je cherche à m'impliquer en santé mentale parce que j'ai envie de redonner à la société. Puis ton projet m'interpelle beaucoup. Fait que, pour vous aussi, ça peut être des opportunités, des fois, de dépister un organisme, dépister quelque chose qui vient vraiment vous chercher dans vos valeurs, puis dire, regarde, moi, j'aimerais ça m'impliquer de ce côté-là. Puis, on veut de plus en plus, dans de nombreux milieux, impliquer des personnes qui ont un vécu parce qu'on sait à quel point ça donne des résultats, puis que ça donne des résultats surtout concrets pour les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment des belles implications, des belles opportunités que vous pouvez créer vous-même, puis qui bénéficient à tous. Donc, mais je suis sûre qu'en tant que père aidant, là, vous allez avoir de nombreuses opportunités. C'est vraiment en émergence encore, mais c'est vraiment en grandissant. Là. Comme Edouard dit, on est sur la piste de décollage, mais la père aidance ici, c'est vraiment en ébullition, je pourrais dire ici, là, pour pousser les métaphores, mais bon. Donc, c'est ça. Comme Edouard l'a dit, il n'a pas participé à la première formation parce qu'à ce moment-là, j'étais seule pour le monter. Mais on va sortir probablement l'hiver prochain une deuxième formation où là, ça va vraiment être le concept de partenariat va être poussé à son meilleur, où Edouard va participer, puis tous les autres membres aussi de Santé Famille. Là. Donc, on est en train de travailler pour ça. Oui, Jean-François? Excusez-moi, oui. J'ai vu qu'il y avait Jessica Rassi qui était membre de l'équipe et qui avait son bureau à côté du mien à l'unité 218 où Dr Lesage aussi, nous étions basés avant d'être évincés par la COVID là, pour des besoins administratifs. Là. Ah oui? Je me demandais le rôle de Jessica dans tout ça. Il y a deux professeurs en sciences infirmières qui nous soutiennent chez Santé Famille, qui est Jessica Rassi et Nathalie Maltais. Les deux ont une grande expertise en santé mentale, beaucoup du côté de la prévention du suicide, mais sur la santé mentale en général aussi. Puis Jessica, dans le fond, ça va être ma directrice de doctorat. Mon doctorat va porter sur Santé Famille. On travaille main dans la main ensemble, Jessica, Nathalie et moi. Elles ont participé aussi à l'élaboration de la première formation. Elles ont approuvé mon contenu plus au niveau scientifique aussi pour s'assurer que c'est tout basé sur des données probantes. On travaille main dans la main presque depuis la création de Santé Famille, là, Jessica, Nathalie et moi. Donc, c'est beaucoup du côté soutien scientifique que Jessica et Nathalie sont avec moi. C'est du sérieux. Ouais, bravo. Merci. Oui. Donc, c'est un peu ça pour notre processus, comment on a grandi. Puis ensuite, on a lancé nos cliniques sans rendez-vous. Comme Edouard le parlait, on va vous décrire un petit peu plus tantôt en détail ça consiste en quoi. Puis aujourd'hui, on travaille beaucoup plus côté marketing. On fait connaître Santé Famille, on fait des conférences, on établit des partenariats avec de nombreux organismes pour compléter nos services chacun. Puis, on travaille à améliorer, développer nos services de plus en plus. Donc, nos services, comme je vous le disais, sont gratuits, accessibles partout, pour tous et en tout temps. Partout parce que, comme je vous disais, c'est un organisme qui est virtuel. Donc, tous les hôpitaux du Québec, tous les pères aidants du Québec, tous les organismes du Québec peuvent référer une famille à Santé Famille. Puis on va en parler un petit peu plus à quoi ça peut apporter. Pour tous, parce qu'on a essayé de vulgariser au maximum pour que peu importe le niveau de littératie de la personne, elle puisse avoir une certaine éducation, des connaissances sur la santé mentale. Puis, en tout temps, parce que c'est nos formations, notre formation présentement est asynchrone, donc c'est des capsules qui sont préenregistrées. Puis, la famille ou la personne peut suivre notre formation à son rythme. Donc, elle suit les petites capsules avec son guide. Donc, je vais vous présenter la formation rapidement. Puis ensuite, je vais laisser Edouard vous expliquer en quoi consistent nos cliniques sans rendez-vous virtuelles. Donc, notre formation, qui s'appelle, c'est notre première formation, mais
notre objectif, c'est d'en développer d'autres de plus en plus éventuellement parce que c'est notre principal service en lien avec notre mission éducative. Donc, notre première formation qui est santé mentale et famille, les inséparables. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une formation de base sur la santé mentale en 4 modules. Notre premier module porte sur la santé mentale en général. Fait qu'on voit un peu, c'est vraiment plus théorique, on voit un peu la définition de la santé mentale, qu'est-ce que c'est. On critique un peu cette définition-là aussi parce que il encourage, par exemple, d'avoir une vie productive, mais on va questionner, c'est quoi avoir une vie productive quand on a un problème de santé mentale? Est-ce qu'on est obligé de travailler de 8 à 4 du lundi au vendredi pour être productif et être en santé mentale? Pas nécessairement. Fait que là, on peut avoir une discussion sur ça et tout. Donc, c'est vraiment basé sur la santé mentale. Ensuite, le deuxième module, qui porte sur le rétablissement et la stigmatisation, qui sont inséparables malgré eux, parce que la stigmatisation est souvent le principal obstacle au rétablissement de la personne et au rétablissement de la famille. Et le troisième module, qui est mon préféré, c'est le rôle de la famille. Donc, on va voir, ça peut être quoi, justement, on a parlé un petit peu tantôt ensemble des types de soutien que la famille peut apporter, mais on va explorer les différents rôles que la famille peut jouer auprès de la personne, dans l'équipe soignante, mais aussi l'importance de voir c'est quoi nos limites. Donc, c'est vraiment dédié à tous les humains qui souhaitent s'éduquer sur le sujet, même si c'est plus précisément dédié pour les familles. Donc, comme je vous ai dit, c'est des petites capsules vidéo. Puis, il y a du matériel éducatif qui accompagne ça, comme un guide du participant. Vous pourrez aller voir sur le site, là, c'est un guide avec plein de petites activités, puis les PowerPoint qui sont là. Donc, je vous ai mis le lien ici. On n'aura pas le temps de le regarder ensemble aujourd'hui, mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller faire un tour sur notre site. Donc, c'est le www.santefamille.ca. Donc, je vous le partagerai ou Jean-François vous le partagerez éventuellement. Donc, Ed, si ça te tente d'expliquer un petit peu c'est quoi nos cliniques sans rendez-vous virtuel? Oui, bien, les cliniques virtuelles sans rendez-vous, c'est un peu dans un premier lieu pour être capable de répondre aux questions des personnes qui suivent la formation de Marie-Ève, de Santé Famille. Par la suite, on a des thématiques à tous les jours. On essaie d'aborder un sujet relié à la santé mentale puis d'échanger là-dessus. Puis, c'est vraiment aussi également pour apporter un support aux personnes qui se posent des questions au niveau en tant que qui sont directement reliés ou qui veulent avoir d'informations sur les relations santé mentale. Fait que c'est vraiment un peu une table ronde dans laquelle on échange ouvertement puis qu'on partage sur les différents sujets, autant de la formation que des sujets qui sont apportés par les participants. Donc, c'est varié, puis en même temps, ça permet d'éduquer puis de renforcer la mission de Santé Famille au niveau de la formation asynchrone. Oui, exact. Le premier but de ça, c'est vraiment d'aller appuyer les apprentissages parce que vu que c'est une formation asynchrone, donc les personnes font vraiment la formation tout seul chez eux de leur côté, mais on veut faire un retour avec eux. Donc, c'est à tous les mardis, 1 semaine sur 2, on se connecte. Puis, c'est aussi une période d'échange. Donc, les personnes peuvent venir parler de leur situation. Comme Edouard disait, on a une thématique tout le temps disponible pour chaque journée, mais il y a des journées qu'on ne parle même pas de la thématique. Il y a une personne qui s'ouvre sur ce qu'elle vit, par exemple, puis on fait juste échanger ensemble toutes les familles qui sont présentes. Puis il y a aussi des professionnels de la santé qui se connectent des fois pour eux aussi avoir des contacts avec des familles, puis voir comment ils peuvent aider. Donc, comme la dernière clinique sans rendez-vous qu'on a eue justement mardi passé, il y a une dame qui a parlé de sa situation, puis elle était très émotive, puis on était une dizaine de personnes de connectées. D'ailleurs, il y avait une parent aidante famille qui a suivi votre cours il y a quelques années, qui était présente avec nous à la dernière clinique. Puis elle était là, elle a vraiment apporté un apport précieux à la conversation. Puis il y a Edouard aussi qui parle justement toujours de cette situation, de lui, comment il a vécu ça. Puis quand on disait tantôt la paire-aidance, ça donne vraiment un message d'espoir. C'est fou comment ça fait une différence auprès des personnes de voir une personne comme Edouard
de voir une personne comme la père aidante de famille qui était présente à la dernière rencontre, parler de leur vécu avec de l'authenticité, de l'ouverture, mais aussi de voir les apprentissages auxquels qu'ils ont pu faire au travers des défis. Donc, c'est vraiment extrêmement inspirant pour les personnes qui vivent une situation de crise présentement, qui ont besoin de parler, mais qui ont surtout besoin de s'accrocher à quelque chose. Plus précisément, la personne parlait que son frère est dans un épisode aigu de psychose présentement. Puis la personne était vraiment chamboulée par cette situation-là. Elle se sentait impuissante, elle ne savait pas quoi faire. Et elle s'est connectée à notre clinique pour essayer. Elle n'avait même pas de but en se connectant, mais elle voulait juste parler de sa situation puis voir si on pouvait l'accompagner. Puis Édouard parlait de lui, son propre cheminement, qui vivait à peu près quelque chose de semblable à ce que son frère vivait, puis qu'aujourd'hui, il est assis à côté de moi, à aider d'autres personnes. Donc, ça a vraiment apporté un message d'espoir à la dame, puis on a vraiment pu l'accompagner dans tout ça. Fait que c'est vraiment des apprentissages précieux qu'on fait aux cliniques sans rendez-vous. C'est éducatif, mais de différentes façons, puis c'est beaucoup au travers de l'échange d'expertise. Donc, c'est n'importe quel humain qui se connecte pour s'éduquer et échanger sur la santé mentale. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est vraiment toujours des super échanges. Peut-être justement, Marie-Ève, nous, on a une père aidante avec nous, Sarah, que j'ai brièvement présentée tout à l'heure, qui pourrait peut-être nous parler un petit peu, là, faire des liens avec tout ce qu'on vient d'entendre et son métier de père aidant de famille, puis se présenter elle-même. Ça serait peut-être un bon moment. Bien oui, bien sûr. Bon. Bonjour à tous. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui me connaissaient déjà. Bonjour, Dr Lesage aussi. C'est un plaisir d'être là avec vous. C'était super. Merci beaucoup pour votre présentation, Marie-Ève et Édouard. Vous avez ressorti beaucoup de choses qu'on rencontre en tant que père aidant famille. Il y a plusieurs points qui viennent me chercher. Puis je crois fortement, Marie-Ève, vous avez parlé justement de la stigmatisation, du rétablissement des proches. Et je crois fortement que les proches ont leur propre rétablissement. Donc, c'est un point qui est vraiment bien ressorti pour moi. Et en fait, je rencontre ça justement au sein de mon emploi, au sein du Suisse Centre-Sud. Je suis engagée par l'ACPAM, qui est l'Association québécoise des proches et amis de la personne atteinte de la maladie mentale. Et en fait, dû à un partenariat, il y a aussi des partenariats entre les organismes communautaires comme l'ACPAM et le Suisse Centre-Sud. J'offre mes services de père aidant de famille au sein de l'hôpital Notre-Dame. Donc, je rencontre les familles des personnes qui sont suivies sur l'unité, à l'urgence psychiatrique et à la clinique externe. D'ailleurs, l'urgence psychiatrique a été une ouverture suite à mon stage parce que j'étais à votre place étudiante il y a très peu de temps en arrière. J'ai fait mon stage cet été à l'urgence psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame. Donc, ça a donné une ouverture dans ce milieu-là un peu, parce qu'avec la pandémie, on avait dû tout rebrasser les cartes un peu par rapport à la situation. Les familles n'étaient plus vraiment présentes dans l'hôpital et tout ça. Donc, voilà un petit peu. C'est quoi je suis père aidant de famille parce que moi-même, en fait, comme Marie-Ève l'a un petit peu expliqué aussi, j'ai un proche qui compose avec des problèmes de santé mentale. Dans mon cas, c'est mon conjoint. Et j'avais le désir de pouvoir faire de mon savoir expérientiel un partage pour les autres familles afin de les accompagner là-dedans. Parce que c'est vrai que j'aurais aimé dans le temps avoir quelqu'un pour m'accompagner. Puis quand on vient avec le sujet de la stigmatisation, autostigmatisation, je réalise que j'en ai fait beaucoup d'autostigmatisation. Et je trouve que justement, la présence des pères aidants en famille permet de diminuer, en fait, sans doute l'autostigmatisation parce que le fait d'en parler, le fait de pouvoir partager, on le voit dans la vidéo du MOC aussi, où Jean-François expliquait, attendez, je perds des fois un peu mes bouts là, mais qui expliquait, oui, de fréquenter des gens aussi qui, comme nous, ont vécu des difficultés ou autres, ça nous permettait aussi de diminuer notre autostigmatisation. Et en fait, il y a aussi un autre point que je voulais ressortir. Je vous félicite parce que je crois fortement entre le partenariat, oui, les équipes traitantes, les pères aidants famille et tout ça, mais les pères aidants et pères aidants famille et ensemble, déjà là, c'est un beau complément, une belle complémentarité.
je participe souvent à des rencontres justement avec des pères aidants parce que mon souci à moi aujourd'hui en tant que père aidant de famille, oui, c'est d'accompagner les familles parce que je crois fortement à leur propre établissement, mais j'ai toujours quelque chose qui reste à côté en me disant qu'est-ce que j'apporte à la famille? Est-ce que ça va aider leurs proches? Et est-ce que ça va être positif pour? Je ne suis pas là pour juste accompagner la famille, mais avec le souci de leurs proches. Puis malheureusement, de votre côté, c'est super parce que je vois que vous avez l'air d'avoir une bonne communication avec votre famille. Ce n'est pas toujours la réalité qu'on rencontre. Donc, pour nous, en tant que père aidant famille, c'est de recréer des liens, de voir comment on peut améliorer la communication. Et en fait, le fait que la famille est elle-même rétablie va permettre d'être plus solide puis d'être plus accompagnante puis d'être mieux outillée aussi pour accompagner son proche. Donc, voilà un petit peu, en gros, c'est quoi mon rôle à l'hôpital et en fait, le lien avec ce que j'ai entendu. Mais je suis vraiment très contente d'avoir entendu votre présentation et je vais aller voir vos titres en sortant d'ici parce que c'est vraiment très, très inspirant comme projet. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste avec vous jusqu'à la fin. Bien, je vous retourne le commentaire. Sarah, là, c'est vraiment super inspirant de vous entendre. Vraiment, j'ai mal aux joues tellement je souris en vous écoutant parce que je trouve tellement que nos missions sont connexes. Puis je trouve qu'il y a tellement de personnes dans le milieu qui ont cette mission-là, qui veulent faire une différence. Puis je trouve qu'on a tellement à gagner, à collaborer ensemble, à être en partenariat ensemble. Puis, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de précieux que vous pouvez ressortir dans votre formation comme père aidant, de vous rappeler l'importance de ce partenariat-là entre tous les systèmes qu'on parlait tantôt. C'est comme ça qu'on va s'en sortir et j'y crois profondément. Moi, je suis connue pour être dans mon monde de licorne, là, mais je pense que c'est très réaliste de penser qu'en travaillant main dans la main, on peut vraiment favoriser le rétablissement de tous. Donc, vraiment, c'est super précieux. Puis, pour notre présentation, il nous restait seulement notre conclusion à faire. Donc, vraiment, juste merci de nous avoir écoutés. Santé Famille, comme je vous disais, qui est un organisme en santé mentale dédié aux familles, mais qui a vraiment une mission à portée éducative. Donc, on vient combler un petit gap qu'on a constaté dans le milieu, mais on agit vraiment, encore une fois, en complémentarité des services. Et on adore les opportunités comme ça, de venir vous parler de notre projet. On est passionnés. Édouard est passionné aussi par le projet. Puis à chaque fois qu'on s'en parle, on a le cerveau en ébullition. On veut vraiment faire grandir nos services. Puis on espère avoir pu vous contaminer avec notre passion. Donc voilà. Je suis convaincu que c'est le cas. Merci beaucoup. On sent l'engagement. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça, à Édouard et toi également. Puis pour revenir un petit peu sur ce que Sarah disait, vous voyez toute la complexité là. La père aidance famille, soutien aux familles, c'est pas seulement soutenir la personne qui vit une difficulté parce que son proche serait malade. C'est soutenir tout un écosystème. Il y a plusieurs couches dans tout ça. Je vais vous en suggérer une. Moi-même, comme personne en rétablissement, une façon de me définir, c'est par rapport à la maladie de ma mère à l'époque. Puis moi, ce que j'aimerais voir éventuellement, c'est du soutien à la parentalité des usagers, OK? Qui eux-mêmes vont fonder une famille. Leur rôle comme parents, personnes usagères de services de santé mentale, mais aussi comme parents. Puis moi, dans mon cas, il y a 40 ans, on n'avait aucun soutien comme enfant d'une personne, d'une mère en l'occurrence, qui tombe malade. Puis moi, il n'y avait aucune information. Il n'y avait même pas Internet. Là. Tu ne pouvais même pas chercher par toi-même à l'époque. C'est une autre dimension du soutien aux familles, aux enfants, des familles. Vous voyez, bon. Enfin, là, je vous présente aussi Patricia, OK, qui va prendre le relais pour le tour de table. Bonjour, Patricia, qui peut se présenter elle-même. Tu peux t'occuper de la suite? Oui. OK. Ben, tu voulais dire quelques mots sur moi? Ou, Tu peux te présenter, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, bonjour. Ben, moi, je suis père aidante, donc je travaille dans un organisme communautaire qui s'appelle Relief à Montréal. Donc, c'est ça. Puis, j'aide pour le cours ici à Jean-François. Donc, j'ai fait partie de la première cohorte en 2017. Fait que, tu sais, on est à la 5e cohorte, là. C'est juste pour dire que ça fait du chemin. Fait que voilà.
Et puis donc, Patricia est auxiliaire d'enseignement pour le cours. Puis ici, c'est le tour de table habituel. Si vous voulez, on va se présenter à travers l'exercice réflexif et tous les éléments qu'on vient d'entendre. Hein, comment prévenir la stigmatisation, l'autostigmatisation auprès des familles, auprès des membres des familles. Bref, il y a déjà 2 mains de levée. C'est là que Patricia prend le relais. Donc, on allume nos micros comme à l'habitude, puis on remercie nos invités. Merci beaucoup. Ouais, Merci à vous. Je vous applaudis. On vous remercie. Merci. merci beaucoup. Merci. Merci. Portez-vous bien. Jean-François, est-ce que vous débloquez le contenu, s'il vous plaît? Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Oui, oui, je vais le faire à l'instant. Merci. Puis, en fait, dans la minute qui suit, là. Oh, ton micro. Ton micro, Jean-François. Ah, il est fermé. Ouais, désolé. Je voulais ouvrir sur Studia. Puis en plus, Sarah accepte de partager sa présentation orale de l'année dernière lorsqu'elle-même a présenté un livre. Ça vous fait un exemple pour vos propres exposés oraux dans 2 semaines, qui commencent dans 2 semaines. Merci, Sarah. C'est un grand plaisir. Merci à vous tous pour votre partage, votre confiance. C'était super. J'ai vraiment été heureuse d'être avec vous ce matin. Merci, Sarah. Portez-vous bien. Bonne continuation à tous. Hey, Isabelle, là, parce que maintenant, tout est en Zoom, il faut que je le dise devant tout le monde, mais j'ai été regarder les œuvres d'art que tu fais et c'est de toute beauté. De toute beauté, sérieusement, là, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais. Merci. Et je t'ai pas stalké, là, c'était marqué ton site sur tes photos. Oui, je sais. OK. Elle doit se dire, ça y est, elle est allée sur Google, elle a tapé. Non. Ouais. Pas dans Parano. Ça va. Je vous expliquerai, Marie-Ève et Édouard, on vous expliquera c'était quoi cette histoire des œuvres d'art. On va garder le contact, promis? Ben oui, certainement. OK. Mais là, il faut se lâcher. Là. Non, on se lâche. Okay. Bye! Bravo! Bye. Bonne semaine! Merci.